Donc moi ce soir je vais vous parler des patterns Kotlin multiplateforme pour 2026, à savoir ce que je rencontre au quotidien quand je fais du Kotlin multiplateforme, les choses un petit peu banales, des choses un peu plus ésotériques. C'est parti. En 2023, j'avais fait une présentation sur Kotlin multiplateforme. Personnellement j'utilise depuis fin 2021, donc j'ai vu vraiment toutes les époques, notamment avec les freezes, les coroutines, etc. en Kotlin multiplateforme où c'était pas du tout agréable au début. Mais beaucoup de choses se passent dans cet écosystème, donc c'est absolument génial. Notamment, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Compose multiplateforme qui est arrivé d'abord sur desktop, puis iOS maintenant, qui est stable. Google qui a annoncé le support officiel Kotlin multiplateforme dans les librairies Android, donc ça c'est absolument génial, par exemple pour Room, et le premier c'était Datastore je crois. Donc vraiment un changement de mentalité là-dessus. On a eu Kotlin 2 aussi. Et un nombre toujours croissant de librairies. On est à 2200 répertoriés sur le site klibs.io, donc un site officiel JetBrains. Toujours en pleine croissance. Il n'y a pas les libres de Clovis. Comment? Il n'y a pas les libres de Clovis. Ah, Enfin, mais c'est parce qu'il est sur GitLab. J'ai trouvé intéressant de remettre ce graphe. Pareil, le nombre d'utilisateurs Kotlin, où forcément au début il y avait l'écosystème Android qui a bien poussé le truc, mais là on retrouve énormément, que ce soit côté serveur, que ce soit côté juste natif. Kotlin c'est vraiment un écosystème en expansion. Donc, Kotlin multiplateforme, en bref, si vous ne l'avez jamais expérimenté de votre côté, concrètement, on va prendre des apps existantes ici ou qui peuvent être créées de base, mais admettons qu'on ait une app Android avec plusieurs modules et une app iOS, qui n'ont pas nécessairement les mêmes modules d'ailleurs. En fait, l'idée, ça va être de partager au début un module qu'on appelle généralement shared, et ce qui est trop bien, c'est qu'on peut partager une classe ou alors vraiment ce qu'on veut, et maintenant carrément l'UI avec Compose multiplateforme. Donc, au début, on avait cet aspect, oui, on partage la logique métier. Peu après, on a eu je partage le networking et la persistance, à savoir le data layer du coup, et de plus en plus, on peut partager différentes choses. Mais ce qui est bien, c'est que JetBrains ne pousse pas forcément à tout partager. C'est vraiment on choisit ce qu'on veut et il n'y a aucune obligation. Donc ça, c'est le troisième exemple. Au niveau de l'impact sur iOS, on ne le voit pas forcément, mais par exemple, j'ai décompilé une app iOS, un artefact en release pour voir à quoi ça ressemble. Et vous voyez vraiment le point IPA iOS, la partie en rouge, tout ça c'est du Kotlin multiplateforme avec les rectangles qui sont à l'échelle en termes de taille. Donc vous voyez que l'app iOS elle est carrément en Kotlin native avec encore une partie iOS native. Compose multiplateforme également, c'est ce que je disais. Et moi ce soir je vais vous parler des différentes pratiques émergentes et patterns que j'ai observés. Alors, ce n'est pas forcément opinionated, c'est-à-dire que je ne vais pas dire oh, ça c'est trop bien ou ça c'est pas bien. Forcément, j'ai des appréciations, mais c'est présenter ce que j'ai découvert et ce que je pense va être davantage en vogue pour 2026 et les années à venir. Donc, en premier, je vais en présenter quelques-uns sur Compose multiplateforme. Donc, un premier qu'on commence à voir doucement, c'est partager toute l'UI à 100%. L'app la plus notable, c'est notamment Kotlin Conf, forcément, mais il y en a quand même 2-3 autres. Il y a notamment une app de wallet, je crois, crypto-monnaie, par Cash App, qui ont publié ça récemment. Il y en a d'autres, alors après, il n'y en a pas beaucoup. Hein. J'ai vraiment fouillé sur l'App Store. Il y en a quelques-unes, mais ça reste très limité. Là, c'est une app de covoiturage, un peu à la Uber. Très bien. Ce qui est trop bien avec Compose pour iOS, c'est qu'il y a eu des nouveautés annoncées pour Kotlin Conf en 2025 cette année. Notamment, moi je trouvais ça un petit peu problématique parce que au final on reproduisait vraiment Flutter avec, on réimplémentait le scrolling, on réimplémentait le drag and drop, etc. Et là en fait JetBrains ils ont fait un gros effort qui remet un peu tout en cause. C'est-à-dire que dans Compose multiplateforme, il y a le scrolling iOS natif, il y a la sélection de texte native. Drag and drop, c'est pareil, ça utilise des classes iOS native UIKit. Ça respecte les préférences utilisateurs, à savoir s'il met sa police en plus gros ou en gras, etc. Et surtout, on peut reculer avec son doigt sur la gauche
comme on a l'habitude sur iOS ou Android. Donc, pour Android, mettre son app à 100% à Compose multiplateforme, ça n'a quasiment pas de coût, à part changer quelques imports Android X par org.jetbrains.androidx. Et par contre, côté iOS, il va falloir un petit peu s'adapter aux différentes contraintes de la plateforme, mais globalement, c'est ce que j'écris, c'est quid de Flutter, parce qu'on a Compose multiplateforme qui est en feature parité avec Flutter, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut mixer avec des composants natifs, contrairement à Flutter, où par exemple, eux, ils sont bloqués avec le nouveau design language d'Apple, à savoir Liquid Glass, où eux, ils doivent réimplémenter la même apparence, alors que nous, en fait, on peut utiliser de l'iOS natif si on a besoin. Il y a aussi un autre pattern, c'est faire une UI iOS avec le ressenti natif jusqu'au bout. Mais tout ce qu'on peut faire en commun visuellement entre Android ou iOS, où c'est vraiment la même chose, en fait, on va le faire en Compose multiplateforme. J'ai pris un exemple. Par exemple, on a une app de réveil. L'idée, c'est... Là, c'est une app iOS. Donc, on va avoir la navigation native pour avoir vraiment le feeling natif. Mais pourquoi on s'embêterait en iOS à refaire la partie graph si on peut la faire en Compose multiplateforme? Pourquoi les différents diagrammes, on s'embêterait à les reproduire pour iOS? Donc en fait, avec Compose multiplateforme, on peut vraiment mélanger les deux UI et ça va être transparent par l'utilisateur parce que de toute manière, ça va être custom. Sachant que ce pattern-là, il a été discuté par plusieurs membres de la communauté. La première fois que je l'ai vu apparaître, c'était avec John O'Reilly, qui mentionnait ça. Et après, il y a, à savoir Chris Baynes, donc le créateur de TV, je ne sais pas si vous connaissez, qui vraiment pousse ce pattern en disant que vraiment, ce qu'on partage, c'est la navigation, l'accessibilité quand on est bloqué, quand on a des problèmes de performance aussi, on repasse en natif, mais sinon, en fait, on ne se prend pas la tête et on fait tout avec Compose. Multiplateforme dans iOS, si on peut se le permettre et que ça fait surtout gagner du temps et que ce n'est pas des contraintes techniques supplémentaires. Donc comment on fait ça d'un point de vue technique? C'est exactement ce qu'il y a dans le template par défaut quand on crée un projet Compose multiplateforme avec UI View Controller Representable. On implémente les deux méthodes et pour utiliser ça, après, on peut... Par exemple, dans une liste SwiftUI, on peut mélanger ici du code Compose avec en dessous du code SwiftUI, vraiment mélangé comme ça, et ça pose pas de problème. Donc ça, c'est un pattern vraiment cool. Et pour le respecter, en fait, l'idée, c'est vraiment tout ce qui est natif. Par exemple, les drop-downs sur iOS, les gens d'iOS, typiquement, ils préfèrent ça. Donc, on va vraiment faire une apparence native au maximum. Et tout ce qu'on peut faire en Compose multiplateforme, on ne se prend pas la tête, on le fait, quoi. Un nouveau pattern qu'on voit pas mal apparaître, du coup, c'est... alors là, il n'y a pas d'histoire d'iOS, c'est maintenir une app desktop JVM pour itérer beaucoup plus rapidement sur Android. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ici, un exemple avec, sur la gauche, l'émulateur Android, et sur la droite, la même chose, mais c'est une fenêtre Compose Desktop, où en fait, c'est la même app, ça utilise le même code UI, sauf que généralement, c'est plus rapide pour recompiler. Et surtout maintenant, on a le hot reload dont je vais parler juste après. Ça, c'est génial. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On remplace les imports AndroidX par org.jetbrains.androidx qui sont republiés par JetBrains. Il y a un truc aussi, c'est le data layer. On peut le remplacer par info si on a besoin. Donc, ça dépend si votre data layer doit fonctionner exclusivement sur Android ou peut fonctionner sur JVM. Ça, quand même, ça fait quelques années où sur Android, on va utiliser d'abord de la JVM avant Compose multiplateforme, avant Kotlin multiplateforme pour le data, pour que ça soit scalable, qu'on n'ait pas des contextes partout, par exemple. Il y a aussi un truc, c'est une app JVM par feature module pour itérer rapidement sur la feature. Donc ça, c'est pour des plus grosses apps. Mais généralement, une app desktop pour commencer, c'est vraiment pas mal. Donc comme je disais, il y a Compose Hot Reload aussi qui est arrivé, vous en avez sûrement entendu parler. C'est vraiment pas grand-chose, c'est un plugin Gradle. Et quand vous lancez votre app, vous avez ce bouton qui apparaît. Et assez rapidement, quand vous changez du code Compose, peu importe où on est dans l'app, donc ça garde le state actuel, pas besoin de renaviguer
de se reloguer 40 000 fois pour tester sa feature. On est vraiment sur le même écran. Et à une ou deux, trois limites près vraiment négligeables, sur des lazy columns notamment, tout marche. Donc c'est vraiment génial. Il y a une autre contrainte qu'on apprend qu'après, c'est qu'il faut changer son JDK, il faut utiliser le JetBrains Runtime. Donc ça, c'est fourni avec les IDE JetBrains dans Android Studio. Donc moi, personnellement, je change mon Java Home sur ça, et si je dois faire du back-end en Java ou Kotlin, bien sûr, je n'utilise pas ça parce qu'il y a une chose moins sympa, c'est que JetBrains Runtime, c'est pas du tout certifié, ou il peut y avoir des bugs parce que c'est fait pour développer des IDE. Donc c'est vraiment pour itérer, et si on a une erreur pas possible, on désactive le hot reload pour tester si l'erreur vient de là. Mais globalement, c'est assez simple, donc je le redis, mettre un Gradle plugin et changer son Java Home. Ensuite, donc ça c'est tout nouveau, ça date de Kotlin Conf 2025, à savoir en mai, c'est commencer à exposer une API en Swift pour son module partagé. Jusque-là, en fait, on avait un export en Objective-C, qui ne plaît pas à tout le monde forcément, parce qu'Objective-C, ça fait quand même depuis 2014 que Swift existe, et maintenant on a Swift Export, où on a une conversion de Kotlin vers du Swift. Donc ça, c'est beaucoup plus agréable, parce que la majorité des apps iOS aujourd'hui sont quand même en Swift. Donc l'idée, ici on a une classe Kotlin toute simple, avec une propriété et une méthode. Qu'est-ce que ça donne dans l'export Swift? On a encore 2-3 classes techniques qui sont ajoutées, mais c'est vraiment rien comparé à l'Objective-C d'avant, qui est quand même peu lisible si on n'a pas l'habitude. Même si on a l'habitude, c'est quand même moins habituel, n'est-ce pas? Il y a 2-3 parenthèses en plus. Swift Export, c'est tout nouveau, c'est encore expérimental. Il y a des choses basiques qui ne fonctionnent pas pour l'instant, notamment les collections. On ne peut pas avoir des listes, des sets et des maps dans l'export. Donc c'est quand même problématique pour l'instant, mais ça va arriver. Donc espérons. Les types génériques aussi, pour l'instant c'est compliqué. Pas d'héritage cross-langage. Et apparemment, ça va être très compliqué de l'avoir, si on le souhaite. C'est peut-être pas souhaitable, j'ignore. Et globalement, il y a quelques limitations comme ça. Donc c'est vraiment pour expérimenter de son côté en attendant que ça se stabilise d'ici 1 ou 2 ans. 2 ans. Toutes les classes n'héritent pas de any sur ton dernier projet? Ça supporte pas par exemple, les rich errors qui vont arriver, ça ne sera pas supporté. Mais bon. Il y a des fausses values? Non. Je pense pas. Juste avant Swift Export qui est sorti, il y a eu Sky qui est publié par TouchLab, qui est un acteur majeur de Kotlin multiplateforme. Et personnellement, moi, je l'utilise pour différents projets, et je me rends compte que ça me suffit, parce que est-ce que j'ai vraiment besoin de tout mon code Kotlin converti en Swift? Pas forcément, parce qu'il se trouve qu'il y a déjà une interopérabilité entre Objective-C et Swift nativement. Et ce qui est bien avec Sky, c'est qu'il y a 2 features notables. C'est la conversion d'enum et de classe. Par exemple, ici, on a une enum. Sans Sky, on a une enum Kotlin, je précise bien. Là, on l'utilise en Swift, et le problème, c'est que c'est pas exhaustif. On doit mettre un défaut. Et généralement, dans le défaut, on va mettre des fatales, ce genre de choses. Donc, ça peut poser problème. Et ce qui est bien avec Sky, c'est qu'il va écrire du code Swift supplémentaire qui va rendre les choses exhaustives. Donc là, on n'aura pas à gérer le case default. Même chose pour les style classes, du coup. C'est le même principe. On doit gérer un default. Avec Sky, on n'a pas besoin de le gérer parce qu'il y a du code qui est généré directement. Et globalement, en interne, ça fait à peu près la même chose, sauf que c'est beaucoup mieux géré qu'une simple fatal error. Donc c'est vraiment sympa côté API. Et du coup, Swift Export, est-ce qu'on l'attend en tant que ça? À vous de voir si c'est vraiment utile. Sachant que je vais en parler après, on peut déjà appeler des fonctions suspend, on peut déjà collecter des flows. Donc pourquoi pas, après si ça apporte de nouvelles choses. Mais pour l'instant, c'est pas forcément un engouement maximum dans la communauté de ma perception en tout cas. Alors, un autre sujet un peu plus
touchy, entre guillemets, des sujets d'architecture, utiliser des viewModels. Le viewModel, c'est très bien, on le connaît bien dans Android, il y a toujours eu des débats par rapport à ça, mais peu importe, au moins il est là, ça part pas dans tous les sens, et au moins on peut se référer à des exemples faciles de la communauté avec les viewModels. Donc ce qui est bien, c'est que c'est généralement notre feuille dans la DI, dans notre dependency injection, et c'est là où on va commencer à mettre des repositories et les appeler dans nos viewModels. Et un viewModel, c'est généralement un écran, ça, je pense que la plupart connaissent. Et ce qui est fondamental, c'est qu'il a un cycle de vie et qu'il gère bien la plateforme Android dans le sens où ça gère les changements de configuration, à savoir tourner l'écran, désactiver le réseau, changer le langage, etc. Il y a vraiment deux écoles, même au sein de Google. Il y avait ce tweet notamment qui disait le viewModel, on ne peut pas l'enlever, même si dans Jetpack Compose, ça ne s'y prête pas forcément. C'est l'endroit parfait, limite mythique, donc pourquoi pas, hein, on le prend, il est là, on ne va pas s'embêter forcément, mais à côté de ça, il y a le créateur de Compose notamment qui dit que le viewModel n'est pas forcément idiomatique et même carrément very smelly. Bref. Donc de quoi réfléchir un petit peu, mais franchement, le viewModel, ça marche bien. C'est juste qu'il y a des gens qui se posent des questions, et c'est très bien de se poser des questions. Mais voilà. Donc exemple 1, je vous remets un viewModel rapidement de comment ça se passe. Ici, on le fait avec Coin, je reparlerai de la DI juste après. On a un exemple tout bête. Ici, je veux parler d'un problème qu'on rencontre, par exemple, une des limites du viewModel, peut-être que vous l'avez déjà rencontré, c'est quand on a un UI state un peu balèze. Je m'explique. Ici, il est relativement simple, on a un combine et ça combine 4 flows et à partir de ça, on produit un state success et globalement, on transforme ça en state flow et on va pouvoir le consommer dans notre code compose. On a aussi différentes méthodes qui lancent des coroutines pour modifier justement cet état et les combines précédents vont être changés parce qu'on a appelé ces méthodes. Bon, ça, c'est un pattern absolument classique, mais des fois, il se passe la chose suivante, on a encore plus de dépendances, et on a encore plus de choses dans notre combine, voire on est bloqué par ça parce qu'il n'y a pas assez de flow, du coup on fait des extensions. Là, il faut commencer à se poser des questions, est-ce que je ne peux pas remanier mes repositories pour gérer ça? Des fois, on est vraiment coincé par rapport à ça, on se retrouve à faire des repositories dans des gros projets. Donc, une solution par rapport à ça qui est sortie dans la communauté, c'est Molecule. Molecule, concrètement, c'est utiliser Compose. Alors, pas Compose UI. Quand on parle de Compose, généralement, c'est toujours Compose UI. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Compose, c'est un moteur pour gérer des structures de données arbres. Donc, c'est très efficient pour gérer ça. Et en fait, Molecule, ça utilise non pas la partie UI, mais le moteur Compose pour justement produire un stateflow plus simplement, entre guillemets. Ça, c'est vraiment subjectif. Et l'idée de base, par exemple, c'est qu'on va avoir une fonction launchMolecule et notre état va vraiment être du compose. C'est-à-dire que c'est remember mutable state of. On n'a pas du tout d'UI, je le répète. Et on va pouvoir faire un launch effect qui va lancer un while true ici, où en fait, on va incrémenter notre compteur. Donc c'est manipuler des flows, entre guillemets, pour produire un state flow, mais avec Compose directement. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué. Et un projet qui utilise Molecule, par exemple, et qui utilise Compose sur la partie UI, ça c'est de Jake Wharton, c'est faire du Compose, mais dans le terminal. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'UI Android, mais ça utilise des composables partout pour produire des UI dans le terminal. Donc c'est vraiment pour expliquer que Compose, c'est d'abord une gestion d'arbres, et après, cette gestion d'arbres, elle est appliquée à de l'UI, dans notre cas, comme on le connaît. L'idée, c'est qu'on a des presenters, donc je ne vais pas rentrer à fond dans les librairies, ce n'est pas le but, c'est juste vous expliquer que ça existe. On injecte toutes nos dépendances ici, donc il y en avait beaucoup précédemment, donc elles ne vont pas disparaître magiquement. Et l'idée, c'est qu'on va avoir des collecta state pour notre état initial. Encore une fois, c'est subjectif, hein. C'est pas forcément mieux, peut-être qu'il y a des patterns que vous identifiez qui sont mieux, mais c'est pas forcément
évident quand on n'a pas expérimenté le truc à fond. Et on va utiliser différents remember plutôt que de faire un combine maximum pour dériver nos states. Et l'idée finale, bah, c'est pareil, on produit un state success avec nos différentes valeurs qu'on veut afficher. Donc ça, c'est vraiment pour pallier le combine géant avec plein de flows qu'on peut rencontrer parfois dans des apps où il y a beaucoup de réactivité. Molécule, on le voit moins utilisé directement, mais on le voit utilisé par l'intermédiaire de Circuit. Circuit, c'est vraiment basé sur molécule à fond. Et concrètement, c'est Slack qui a beaucoup discuté avec les gens de Cash App pour reproduire une architecture qu'ils avaient chez eux, qui s'appelle Broadway, qui est vraiment pas mal. Android Makers, il y a pas mal de talks là-dessus, de Benoît Quenodon, qui sont vraiment sympas. En tout cas, ça fait réfléchir par rapport à ce que nous propose Google. Pas forcément ce qu'il faut appliquer, mais au moins ça existe et ça permet de réfléchir. Un exemple avec Circuit de à quoi ça ressemble. C'est un peu le même principe. On a un state qui est contenu dans une classe screen ici. Et on a des events, par exemple increment. Quand on va taper sur un bouton, on va appeler cet event. Et au lieu d'avoir des view models, bah, ça va s'appeler des presenters. Alors c'est le même nom qu'à l'époque MVP, mais là c'est pour représenter un conteneur d'état. Et l'idée, c'est qu'en en fait, on va brancher tout ça dans notre URI. On va avoir state, et dans state, il est en bas, state on event. Quand on tape sur le bouton, on va envoyer notre bouton, enfin l'événement increment. Donc ça, vous voyez que c'est un peu la même chose hein, avec le viewModel. On aurait pu faire une méthode dans le viewModel. C'est juste que c'est une approche différente de, on n'utilise pas les flows directement, on utilise compose parce qu'on fait toute l'URI en compose. Mais sachant que c'est 100% interopérable avec les flows. Et il y a un truc qui est cool avec Circuit, c'est qu'il n'y a pas du tout cette notion de while subscribed 5000 à la fin du viewModel. Je le remontre ici, mais c'est vrai qu'on le copie-colle sans trop y réfléchir. Si on n'a jamais cherché, c'est compliqué. C'est la partie finale, là c'est le state in, où il y a le fameux sharing started while subscribed 5000, et ça on se pose plus la question, il est dans Now in Android partout, il est dans différents templates, il est dans tous les exemples Google, et en fait, si vous ne savez pas, c'est pour gérer les changements de configuration. Il y a un super article de PY dessus, qui explique que oui, bah, c'est pour gérer les changements de configuration Android. On aimerait bien ne pas avoir une valeur magique de 5 secondes marquée ici, mais il se trouve que c'est un peu la durée idéale pour gérer n'importe quel changement de configuration sur Android. Du coup, quand on n'a pas de viewModel, on n'a pas ça. Est-ce que c'est vraiment un problème? À vous de voir. Injection de dépendance. Il y a pas mal de patterns qu'on voit par rapport à ça. Alors, pourquoi on utilise une librairie de DI? Déjà, on entend parfois, bah oui, de toute façon, il y a les context parameters qui arrivent en Kotlin. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser Daggerhilt ou je ne sais quoi? Donc ici, on a un exemple. On ne le voit pas sur Lineage, c'est dommage. C'est la dernière ligne. Oui, en fait, il ne va plus avoir besoin de librairie de DI, mais ce qui est... Pardon, je reprends juste après. Context parameters, concrètement, on va pouvoir remplacer le this dans n'importe quel contexte Kotlin par une classe qu'on souhaite. Par exemple, dans output message, on a un user service qui est déclaré au-dessus. Et en fait, il va vraiment agir comme un this. De base, il n'y avait pas de notion de tag users avant, c'était directement user service. Et après, ils ont changé la syntaxe. Et en fait, on va pouvoir appeler ce qu'on injecte entre guillemets par-dessus, sauf qu'en fait, bah, la DI, c'est pas forcément ça qu'on veut résoudre. Je vais le montrer par un exemple. Sans DI ici, on a un network service, un repository, un viewModel. On a une chaîne de dépendance, comme vous voyez. On ne peut pas créer le viewModel sans avoir créé le repository, on ne peut pas avoir créé le repository sans le network service. Bah, qu'est-ce qui est compliqué? En fait, on les crée et bah oui, il n'y a pas besoin de DI. Sauf que, qu'est-ce qui se passe quand on a des choses un peu plus compliquées, savoir n'importe quel projet réel? On a des data sources, on a des classes un peu partout, plus ou moins bien organisées, et bah, les questions se posent de qu'est-ce qu'on instancie en premier? Et parfois, on peut avoir des erreurs, c'est-à-dire que ici, on a des dépendances circulaires, donc c'est pas possible de créer notre graphe, il faut le changer, et ça, on s'en rend pas forcément compte. Et quand il y a vraiment beaucoup de dépendances dans un projet, ce qui arrive assez rapidement, bah en fait, on n'a pas envie de se prendre la tête avec ça.
Et c'est ce que les gens qui ont créé des librairies d'IA ont fait, c'est qu'ils ont mis en place ce qui s'appelle le DAG. Et le DAG, c'est le graphe orienté acyclique, et c'est concrètement, simplement en maths, un graphe, voilà, des nœuds, des arêtes. Et on dit qu'il est orienté dans le sens où il y a des directions dans les flèches, et il est acyclique dans le sens où on ne peut jamais faire, en suivant les flèches, un cycle, une boucle. Et c'est là d'où vient le nom Dagger. Et en fait, c'est de réfléchir et de vous générer ça pour vos dépendances. Vous mettez vos dépendances, vous compilez, et le projet vous dit si c'est possible ou pas de faire ce que vous voulez. Plutôt que de créer à la main tout. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et c'est tellement pas mal que Coin, maintenant, ils ont implémenté un check pour gérer ça. Alors, Coin, c'est vraiment une implémentation du service locator, donc c'est pas tout à fait pareil que Dagger Hilt, je vais expliquer après. En fait, c'était là depuis le début, donc Kotlin multiplateforme, donc génial, ça gère les view modèles, ça gère tout ce qu'on veut. Et on peut même utiliser des annotations maintenant pour pas être perdu avec Dagger Hilt, par exemple. Néanmoins, il y a encore les vilaines personnes de Square ou de Cash App qui réfléchissent davantage par rapport à ce que fait Google, à réfléchir si c'est bien ou pas bien. Et eux, dans leur projet géant, en fait, ils ont des race conditions, ils ont des dépendances circulaires qui ne sont pas gérées correctement avec Coin. Alors par expérience, j'ai aussi occasionnellement des problèmes avec Coin, mais ça se passe très bien. J'ai des crashs au runtime parfois, mais quand c'est géré, c'est géré. C'est juste que c'est pas aussi dur qu'un DAG généré comme Dagger Hilt. Donc du coup, il n'y a pas forcément une utilisation unanime de Coin. Il y a notamment le projet Kotlin Inject Anvil. Concrètement, ça c'est reproduire Anvil d'avant qui était du monde Java. Et c'est très similaire à Dagger Hilt. Donc vraiment, c'est ce qu'on connaît, c'est juste que c'est reproduire ce que vraiment faisait Dagger Hilt, mais avec Anvil. Et maintenant, il y a aussi Metro qu'on voit arriver. Enfin bref, c'est une autre librairie où c'est la même API, sauf que c'est un compiler plugin, il n'y a pas de KSP. Peu importe, il y en a beaucoup trop. Laquelle choisir? Ça, c'est mon conseil, entre guillemets. Si vous utilisez des view models, allez-y, Coin, c'est très bien, ça marche très bien. Si vous voulez expérimenter, vous pouvez utiliser Kotlin Inject Anvil, où vous avez vraiment un DAG physique généré. Et si vous n'utilisez pas les view models, Kotlin Inject Anvil aussi qui est très bien, ou alors Metro, qui vraiment, même le créateur de Kotlin Inject Anvil dit que ça va être remplacé par Metro à l'avenir. C'est la même API. Donc en gros, c'est soit Coin versus Metro dans le futur. De toute façon, les deux coexisteront. On le sait très bien, il n'y en aura jamais un qui va écraser l'autre. Il y a même dans tout ça Dagger Hilt qui a dit oui, on va peut-être supporter Kotlin multiplateforme dans quelques années. Donc, ils ne sont pas morts non plus et composent multiplateforme et Kotlin multiplateforme. À surveiller. Je voulais parler d'un autre pattern qui est utile avec la DI, avec vraiment n'importe quelle librairie. Ici, avec Coin Annotation, c'est quand on déclare un module. D'ailleurs, ceux qui n'ont jamais vu Coin Annotation, ça vous permet de voir que c'est assez similaire à ce qu'on peut faire avec Dagger. Et l'idée, c'est qu'on va avoir notre module dans notre common main, ici avec nos classes vraiment indépendantes des plateformes. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une expect class pour complémenter avec des dépendances plateformes spécifiques. Par exemple, le contexte Android, on en a besoin dans Android pour nos préférences. Et un moyen de le refiler, ça va être d'étendre ce module common main avec notre expect class qu'on a en dessous. Donc en fait, à partir de ça, par exemple sur Android, on va pouvoir le complémenter avec des actuals. Ici, ça utilise Shared Preferences Encrypted, je crois. Sur la JVM, ça utilise Preferences Java. Et sur iOS, c'est une autre implémentation. Donc en fait, tout ça pour dire qu'on peut avoir très facilement nos dépendances dans le common main et on va les étendre sur la plateforme et ça marche super bien. C'est un pattern que j'utilise vraiment beaucoup dans du Kotlin multiplateforme. Donc si vous êtes déjà posé la question par rapport à ça, n'hésitez pas à le copier. Autre chose, c'est minimiser les expect actuals. Ça, on le voit occasionnellement. Ici, ça va être avec Kotlin Inject Anvil parce qu'on peut facilement remplacer. Encore une fois, si vous
connaissez pas Kotlin Inject Anvil, c'est normal. C'est vraiment pour vous présenter ce qui existe. On ne peut pas tout suivre naturellement. Et un pattern qui est trop bien, c'est l'inversion de dépendance. Dans Android, on le connaît vraiment beaucoup. Ça consiste à dire que les API de haut niveau ne dépendent pas des détails de bas niveau et que les détails de bas niveau n'importent que d'autres API de haut niveau. Concrètement, un exemple. Ici, on a un Notification Manager qui a besoin d'envoyer des notifications. On a une implémentation qui est Email Service, on veut envoyer un email. Ici, on fait un exemple avec println, peu importe. Et en fait, il y a des problèmes dans ce code, bien qu'on ne les voit pas forcément au début. Le premier, c'est que c'est fortement couplé, dans le sens où on ne peut pas créer Notification Manager sans Email Service directement, parce que c'est une propriété. C'est difficile à tester, parce que forcément, Email Service, il fait partie de la création, donc c'est compliqué à gérer. Et on ne peut pas swapper l'implémentation facilement. Donc ça, c'est un pattern qu'on retrouve beaucoup, mais qui est super utile dans Kotlin Multiplatform, notamment si vous voulez appeler des librairies Swift. Par exemple, on entend beaucoup « Ah oui, il n'y a pas Firebase sur iOS ». Mais du coup, avec ce pattern, on n'a pas besoin forcément de l'avoir, parce qu'on peut inverser la dépendance, se faire une interface et l'injecter directement ensuite, et ça résout vraiment beaucoup de problèmes. Mais ça, on a l'habitude avec les repositories dans Android, dans tout ce qui est networking, on le fait naturellement. Et c'est juste qu'il faut y penser aussi pour Kotlin Multiplatform parce que ça débloque beaucoup de choses selon moi. Du coup, ici, en fait, on a fait un Notification Service et on a 3 implémentations différentes. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va l'injecter dans le constructeur directement. Et c'est vraiment ce qu'on a l'habitude de faire. Mais en Kotlin Multiplatform, au lieu de s'embêter avec des expect actual, on peut le faire directement et peut-être à l'avenir directement hériter de Swift et le passer dans Kotlin plutôt que de générer du code Swift, etc. Manuellement pour le binder à Kotlin. Un autre pattern, c'est l'avant-dernier, je crois, c'est tout ce qui est Umbrella Framework pour iOS. Donc ça, c'est même poussé par JetBrains maintenant. Concrètement, ça résout le problème de la modularisation sur Kotlin Multiplatform. Au bout d'un moment, on en a marre, on a tout mis dans le shared, on veut se créer un deuxième module, donc ici, on va se créer un second module, shared 2 pour l'instant, qu'on renommera mieux plus tard. Du coup, comment on fait? On teste, on se met un nouveau script, on essaie de faire comme pour shared 1, on utilise la tâche Gradle qui permet de l'embedder dans iOS, sauf qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des symboles dupliqués parce que la base Kotlin est la même. C'est-à-dire que dans Shared 1, il y a le header stdlib entre guillemets Kotlin qui est dupliqué avec Shared 2, donc ça pose problème. Et en fait, l'idée, c'est vraiment maintenant, même poussé par JetBrains, comme je l'ai dit, c'est de faire un seul module qui rassemble tout le monde, tout ce que vous voulez sur iOS, vous le rassemblez. Donc comment ça se passe? Ça va être des dépendances qui sont marquées API pour qu'elles fassent partie de l'API de votre module, pas implementation du coup. Et pour chaque dépendance que vous avez mis en API, vous devez l'export dans la configuration iOS. Et vous pouvez exporter encore d'autres choses si vous le souhaitez après, notamment les dépendances transitives. Ça dépend vraiment de comment est fait votre projet, mais l'idée c'est qu'on a un seul module shared dans tous les cas. On a une seule tâche Gradle qui importe tout le module shared, et ça se passe très bien. Et enfin, un dernier pattern, donc ça on le voit vraiment, enfin, c'est quasiment acquis, j'ai envie de dire, parce qu'on l'a vu depuis 2021 avec différentes librairies. Et alors peut-être que ça va venir dans Swift Export, de quoi je parle, les fonctions suspend et les flows. Comment on fait pour les utiliser depuis iOS? Donc ça ne fait pas encore partie de Swift Export, peut-être à l'avenir. Ici, je vous ai mis différentes fonctions en Kotlin et en Swift. Donc, en Kotlin, on connaît bien, suspend pour mettre des fonctions qui peuvent être mises en pause. Et sur iOS, c'est avec async et await. Donc voilà, c'est pour vous exprimer en Swift comment ça marche. Et au lieu de faire des points launch, eux, ils vont avoir des tasks un peu partout. Donc c'est soit comme ça, avec task en object, ou soit point task quand on fait du SwiftUI, par exemple. Il y a des limitations, notamment qu'il n'y a pas la cancellation par défaut si vous appelez des fonctions Kotlin depuis Swift.
et les flows perdent leur type générique. Donc ça, c'est des problèmes qui sont gérés par des librairies très cool, notamment KMP, Native Coroutine. Donc ça, on le voit vraiment depuis longtemps, mais je pense que c'est là pour rester, à moins que JetBrains mette une solution native dans Swift Export. Concrètement, on met ça en dépendance dans nos deux projets. C'est du KSP, ça va regarder toutes les fonctions suspend et ça va générer le bon async correspondant pour chaque suspend en mettant la notation native coroutines. Et concrètement, par exemple, dans une task sur iOS, on va pouvoir appeler notre fonction avec async function et la cancellation sera bien gérée, donc génial. Pareil pour les flows, on a async sequence et on fait un for try-o8 en Swift. Bon, peu importe, nous on est des devs Android, mais voilà, sachez que ça existe. Il y a une autre implémentation de ça, c'est dans Sky, ça en fait partie, donc si vous utilisez Sky, super utile. J'ai pas trouvé de rapport qui exprime la différence entre les deux, s'il y en a un qui est plus performant. Vraiment, j'ai fouillé, je n'ai jamais trouvé, peut-être que ça viendra après, parce que pour moi, c'est quasiment la même chose. L'API, c'est quasiment la même. C'est l'implémentation, peut-être qu'ils se sont aidés mutuellement, j'en sais rien, mais sachez qu'il y a la même implémentation dans Sky de TouchLabs. Donc ça fait pas mal de patterns, il y en a encore plein, je pourrais en parler pendant très longtemps, mais restons raisonnables, il y en a pas mal pour la navigation, il y en a pas mal pour la modularisation évidemment, il y a aussi tout ce qui est convention plugin dans Gradle, il y a pas mal de choses à faire ici pour du Kotlin multiplatform. On peut utiliser aussi des view models dans SwiftUI si on est adepte de ça, on peut faire du UIKit en Kotlin. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses, mais voilà, je voulais vous partager mes patterns. C'est en Swift, c'est leur framework principal, c'est-à-dire The Composable Architecture, qui n'a rien à voir avec Jetpack Compose, bien sûr. En gros, c'est Unidirectional Data Flow implémenté en Swift. Et il y a aussi des trucs pour les localizations, mais n'hésitez pas à venir me parler de ça, parce que... Merci beaucoup.